Hello. Hello. C'était un peu trop intense. On est le 12 juillet et on accose tranquillement port manette. Alors au programme cette semaine, on va parler un petit peu d'Hollywood qui continue à loucher sérieusement sur nos licences de jeux vidéo. On a Nintendo qui range la Switch 1, la toute première, pour se mettre aux normes européennes. Et le gros dossier de la semaine, en gros, c'est Xbox, son rétrécissement, avant de regarder comment la direction d'Xbox raconte tout ça. Salut Anto, content de t'avoir à bord pour cet épisode, quoi de neuf? Salut Josian, j'étais en train de boire une gorgée de Coca-Cola. On n'est pas sponsorisé, mais Coca-Cola, si vous nous regardez, on est là. On est open. Ça va, ça va, écoute, tout va bien. Et toi, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ça va aussi. Hors gaming, moi, ce que j'ai passé des heures en ce moment à la télé, qu'est-ce que je dis? J'ai regardé une série télé en ce moment sur Netflix là, qui s'appelle que ça vous serve de leçon. Je sais pas si tu vois ce que c'est ce truc là. Pas du tout. C'est un drama coréen avec une sorte de flic qui va à l'école pour taper les élèves. C'est un peu... La morale est un peu bizarre, mais bon, ça se regarde bien. Une sorte de GTO à la japonaise. Il y a du GTO, ouais. Au début, je me demandais pourquoi ça me plaisait, mais en parlant avec un autre collègue, là, j'ai compris que c'était parce qu'il y avait du GTO dedans, et du coup, oui, ça m'a rappelé ce plaisir-là. Est-ce que... Alors attends, oui, avant qu'on lance la trame, t'as passé ta semaine sur quoi comme jeu, toi, actuellement, là? J'ai pas trop eu le temps de jouer cette semaine, je suis toujours sur Witcher 3, et je pense que j'y serai pendant un petit moment, parce que c'est un jeu assez long quand même. Tu y es pour environ 200 heures, ouais. Si tu comptes le torcher. Ouais, bah surtout qu'au début, j'étais 100% complétionniste à visiter toutes les maisons, looter toutes les étagères et tous les tonneaux, et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il va falloir que je me calme un peu, quoi. Sinon je finirai jamais le jeu. Donc, okay. Moi, pareil, j'ai pas trop gamé cette semaine. En fait, avec Alexis, là, on se tâte depuis un moment de lancer... on va essayer de lancer une nouvelle série, un nouveau format vidéo sur le site, sur Observer System Redux. Un jeu que je connais pas du tout, et en fait, ce qu'il veut faire, c'est me forcer à le finir. Avec donc lui un observateur qui connaît le jeu, et moi qui va découvrir tout ça, quoi. Donc on va essayer de caler ça dans les jours qui arrivent. Ok, ça peut être intéressant. Ça peut être marrant. Du coup, je te propose qu'on commence avec les topics de la semaine. Let's go. Allez, c'est parti. Alors le premier, je te disais, c'était Hollywood qui continue de lorgner sur le jeu vidéo. On avait déjà un petit peu parlé un peu de l'année cinéma gaming qui se déroule là. Si on en reparle, c'est parce qu'il y a un des co-scénaristes du film The Batman qui, pendant une interview, pendant des petits discours sur Twitter, il nous raconte il confirme en gros que le cinéma est aujourd'hui obsédé par le jeu vidéo et que les studios courent après les adaptations de jeux et que dans la foulée, ils délaissent les comics qui étaient pourtant, tu sais, la grande source d'inspi d'Hollywood depuis, je sais pas, 10 ans, même plus maintenant. Et effectivement, tu vois, quand tu regardes un peu ce qui marche en ce moment, effectivement, on dirait qu'il y a un petit peu un rapport de force qui change. Donc si on rembobine un petit peu, t'avais The Last of Us qui a cartonné sur HBO, t'as la série Fallout qui devient une des grosses séries d'Amazon. Au ciné, t'as le film Super Mario qui passe facilement le milliard au box-office, hein, les deux. Il y a 15 ans, une adaptation de jeu vidéo au ciné, limite c'était une punition. C'était un nanar qu'on sortait direct en cassette pour de l'argent fastoche. Je me souviens des films Mortal Kombat de l'époque qui étaient pas ouf. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est ce que les studios s'arrachent. Et donc on parlait de rapport de force qui change, c'est qu'apparemment les comics qui ont nourri Hollywood pendant des décennies, là, notamment côté Marvel, c'est en train de passer au second plan. Alors du coup, toi, Anto, cette bascule, tu l'expliquerais comment? Est-ce que c'est le jeu qui est devenu une meilleure matière à raconter, ou est-ce que c'est le public super-héros qui s'est essoufflé et Hollywood qui cherche la prochaine poule aux œufs d'or, à ton avis? Ouais, je pense que c'est dû à pas mal de choses. Déjà, comme tu as dit, le jeu vidéo dû à l'évolution de la technologie, c'est quand même... on a des jeux aujourd'hui qui sont devenus plus cinématiques. Donc l'histoire, elle est un petit peu... Les histoires se complexifient un petit peu. Du coup, les jeux deviennent plus cinématiques, donc plus faciles à adapter probablement. Après, je pense que comme tu as dit aussi, avant, les adaptations, c'était souvent des nanars. Donc les studios étaient probablement avaient un peu peur
de faire des adaptations comme ça, mais je pense que du coup récemment il y a eu quelques adaptations qui ont bien marché, donc ça motive un peu les studios, ça leur donne des exemples qui prouvent que oui, c'est possible de faire de bonnes adaptations. Ouais, ouais, ouais. Et, et après aussi, bah, la fatigue du comic book, ouais. Et ils essaient de trouver une nouvelle manne, et je pense que aussi la réalisation quand même, que l'industrie du jeu vidéo, elle est plus grosse que l'industrie de la musique et du cinéma combiné. Ah ouais. Le jeu vidéo, ça génère tellement d'argent que bah, y a un gros public derrière tout ça. Donc je pense que c'est une évolution logique des choses. Ouais, je pense aussi que c'est mathématiquement, ils se disent, il y a des consommateurs, il y a des gens qui aiment des licences, let's go. Et Mm. mon avis à moi, un truc que je me dis, moi, c'est que ce qui attire Hollywood aussi, là, c'est pas forcément, enfin, c'est au-delà de la hype que génère le gaming, c'est également, tu commençais un petit peu à en parler, c'est des univers qui sont déjà plus matures qu'avant, c'est des mondes déjà construits. Dans le jeu, t'as déjà les persos, t'as déjà un univers, les fans, ils connaissent déjà tout ça par cœur. Donc en fait, le gros boulot d'écriture, il est déjà fait. Et donc ça peut être un truc positif, mais ça peut être aussi un piège. Euh, Par exemple, Fallout, ça a marché parce qu'ils ont raconté une nouvelle histoire dans l'univers construit. Ils n'ont pas remis, Mm. ils n'ont pas fait copier-coller le jeu à l'écran. En même temps, ça aurait été compliqué avec un jeu qui n'est pas forcément hyper linéaire comme ça, mais voilà. La série télé Arcane, c'est pareil, ils ont pris du League of Legends, mais ils l'ont un petit peu réinventé, ils l'ont refait à la sauce, à leur sauce, on va dire. Hein. Donc, Ouais. on pourrait voir ça comme, ouais, ça peut être le piège, quoi. Une adaptation qui se contente de décalquer le jeu, elle peut souvent tomber à plat, quoi. Et alors justement, tu vois, cette idée de s'éloigner du matériau d'origine, est-ce que tu vois, toi, une adaptation récente qui a vraiment justifié le passage à l'écran, ou pour toi, ça reste juste du fan service qui marche parce que la marque est déjà là? Bah, ça dépend vraiment des franchises. Tu as cité Fallout qui est pour le coup et qui raconte une histoire originale. Mais après, tu as aussi The Last of Us qui est quand même assez fidèle au jeu. Donc C'est vrai, ouais. ça dépend vraiment des franchises. Je pense que globalement, c'est beaucoup de fan service, et du coup, c'est bien souvent pas très intéressant pour moi personnellement. Ouais. Surtout que j'aime le cinéma, j'aime regarder des films, et pour moi, la créativité, c'est quand même plus important. Donc, utiliser un univers qui existe déjà, mais raconter une nouvelle histoire dans cet univers, pour moi, c'est souvent plus intéressant. Quand tu vois il y a beaucoup d'adaptations qui sont prévues. Je crois qu'il y a Expédition 33, il y a Zelda, il y a God of War. Il y a tellement Ouais. d'adaptations qui vont sortir dans le futur. Et quand on voit les premières images de Zelda et God of War, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'ils ont. Enfin, c'est un cosplay du jeu vidéo en fait. Ils ont pas. Je trouve que l'existence de ces films sont pas forcément justifiées. Ouais, ça me fait le même effet, là, quand on a vu les premiers screens de God of War. Donc, c'est des screenshots, enfin, c'est des screenshots, c'est des. Comment on appelle ça? C'est pas des, en plus, c'est pas des frames de la série, c'est pas des stills, c'est pas des images issues vraiment de ce qu'ils sont en train de tourner, c'est plus des photos de la production. Donc tu vois Hmm. le Kratos sapé en Kratos dans une forêt, et ouais, ça fait cosplay. Il n'y a pas encore toute la prod autour qui l'ancre dans du crédible, quoi. Donc, ouais, pour l'instant, je suis un peu frileux aussi Ouais. là-dessus. Ouais. Ouais. Mais après, il y a aussi la prochaine adaptation de Resident Evil par Zach Cregger Ouais. qui a fait des bons films d'horreur récemment. Donc du coup, ça, c'est une adaptation qui sera assez différente, je pense, de l'œuvre originale. Ce sera pas Léon, ce sera pas Chris, c'est un nouveau personnage principal. Et du coup, je suis plus excité pour ce film que pour toutes les autres adaptations qui sont prévues dans le futur proche. Ouais, justement, j'avais lu des bouts d'interview du réal là, dont tu parles, par rapport à sa façon d'adapter Resident Evil au cinéma. Il racontait qu'il avait un peu peur au début de la réaction des fans qui auraient pu vouloir revoir leur star à la télé, revoir du Léon, revoir du machin. Mais voilà, il disait qu'il était Mm. agréablement surpris de voir que les fans étaient réceptifs à avoir une histoire racontée à côté pendant les événements que tout le monde a déjà vu 30 fois dans les jeux ou dans les films existants à Resident Evil. Donc, ouais. Ouais, il me tarde de le voir celui-là. Je crois que c'est Ouais. septembre sa sortie. Mm. Donc voilà, voilà Hollywood qui va sûrement nous sortir de nouvelles adaptations ciné dans les années qui arrivent, quoi. Et donc, on va faire un petit tour maintenant côté Nintendo qui, je te racontais, qui tournait une page dans l'intro. Ils sont en train de ranger la Switch 1 au placard. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi Nintendo va arrêter de vendre la Switch 1 originale en Europe. Donc tout ça, ça va se dérouler mi-février 2027. Donc la Switch 1, que ce soit la Lite ou la OLED, voilà, tout le panel Switch 1 est concerné. Et en fait, ils font ça pour se remettre en règle avec une nouvelle loi européenne sur les batteries.
c'est la même loi qui pousse Nintendo à réviser la Switch 2 et ses accessoires, qui leur impose de rendre ces accessoires et ces consoles, comment on appelle ça, qui les rend plus facile à maintenir en vie, quoi, en permettant de changer plus facilement la batoche. Et donc résultat, voilà, la Switch 2 a une batterie remplaçable qui arrive en Europe cette année, mais pas aux US. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Donc la nouvelle réglementation dont je parle là, ça impose que c'est un truc européen, ça impose des batteries remplaçables et une meilleure réparabilité sur les appareils portables. La Switch 1 peut pas s'y plier, bon, on va expliquer après pourquoi. Donc elle sort du marché européen, et la 2, elle va être retouchée pour entrer dans les clous. Donc c'est, quand on parle d'Europe, tu vois, c'est le cerveau, il est à Bruxelles, hein, c'est eux qui imposent le changement, c'est pas Nintendo qui le propose. Et c'est pas la première fois que l'Europe joue ce rôle. Tu te rappelles avec l'USB-C en 2022, je crois. L'Europe avait imposé un chargeur unique sur presque tous les appareils, tu vois, téléphone, tablette, et même console portable. Et donc c'est cette loi qui a poussé Apple à lâcher son connecteur Lightning sur iPhone. Et là c'est la même logique, sauf que c'est plus le chargeur, c'est la batterie maintenant. Et donc ouais, si je rembobine ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est pas que Nintendo retire la Switch 1 parce qu'elle est en bout de course. Il la retire parce que la loi les oblige et qu'ils veulent pas rebosser le design ou ils veulent pas reconfigurer leur ligne de montage pour l'appareil, tu vois. Donc sans Bruxelles, cette batterie remplaçable là, elle n'existerait même pas. Et du coup, la Switch 1 sera sans doute encore sur les étagères pendant pas mal d'années. Et du coup, la question pour toi, c'est: tu penses qu'ils l'auraient gardé en vente encore combien de temps, la Switch 1? Tant qu'elle génère de l'argent, c'est souvent c'est la réponse. Le truc, c'est que la Switch 1, je pense qu'elle va durer encore un petit moment parce que la Switch 2, maintenant, c'est devenu un luxe par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, avec les prix qui augmentent. Donc rien que ça justifierait une durée de vie plus longue pour la Switch 1. Il faut regarder aussi qu'il y a encore beaucoup de jeux qui sortent et sur Switch 2 et sur Switch 1, ils sortent en même temps sur les deux consoles. Genre, il y a quelques temps, on a publié un test sur le site de Marvel Cosmic Invasion qui est aussi sorti sur Switch 1 et même PlayStation 4. Et aussi, un truc qui s'est passé récemment, enfin qui s'est pas encore produit, mais du coup l'année prochaine, c'est que Nintendo prévoit son retour officiel sur le marché indien avec la Switch 1 en 2027. Ah ouais. Parce qu'ils s'étaient un peu échappés du marché indien depuis la Wii. C'était la dernière console qui était sortie en Inde. Et du coup, en 2027, ils vont sortir la Switch 1 pour la première fois en Inde. Ah ouais. Donc ça veut dire que la console, elle n'est pas encore morte. Bah ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est intéressant comme observation. Merci bien, ouais. Où j'en suis? Ouais, ce que je voulais te demander aussi, c'est le truc bizarre dans tout ça, donc c'est que les joueurs européens vont se retrouver avec... par rapport à la Switch 2, ils vont se retrouver avec une console plus réparable que les Américains. Donc c'est la même machine, mais l'Europe a droit à une batterie remplaçable et pas les US. Et on arrive à un point où c'est la loi et plus le constructeur qui décide de ce qui est bon pour le conso. Bon, entre guillemets. Et donc cette idée-là, justement, tu crois qu'on va vers un standard mondial de la batterie remplaçable ou l'Europe va rester le seul endroit où les constructeurs sont forcés de jouer le jeu? Dans certains cas, probablement, parce que c'est quand même plus simple pour un constructeur d'avoir une seule chaîne de production et que ça se fait partout de la même manière. C'est plus simple et moins cher, probablement. Ça avait marché, ça a été le cas pour l'USB-C, qui est devenu un standard maintenant dans le monde entier. Dans cette situation, je ne sais pas si ça sera vraiment le cas. Ça dépendra vraiment de niveau argent, ce qui est le plus avantageux pour eux, probablement. Parce que d'un côté, c'est moins cher d'avoir une seule chaîne de production pour tout le monde. Mais de notre côté, ils se font quand même de l'argent en vendant des nouveaux produits. Genre maintenant, si ta console elle est morte, tu en rachètes une nouvelle parce que la batterie elle fonctionne plus. Pareil pour ton téléphone. Pareil pour tes Et Joy-Con. aussi, des entreprises comme Apple, par exemple, qui te demandent d'aller chez des réparateurs officiels pour faire réparer ta machine. Ou sinon, si tu vas chez un réparateur qui est non officiel, du coup, ça te pète ta garantie. Donc, ils se font aussi de l'argent comme ça. Donc, ce sera vraiment à voir ce qui est le plus avantageux pour eux, au niveau financier. Ouais. Ok. Donc voilà, on parlait de Nintendo qui organise sa transition type sur ce côté-là. D'autre côté, il y a une transition un peu plus brutale. On va attaquer le morceau Xbox avec donc le bilan de la restructuration Xbox dont on parlait là au dernier pod.
Donc là, on en a, on en a des traces concrètes maintenant, hein. On a eu les premières vraies déclarations à ce sujet-là. Et au final, donc, on parle d'environ 3200 postes qui seraient supprimés et 5 studios cédés sur tout leur panel de studios. Donc dans le détail, il y a id Software qui aurait perdu à peu près la moitié de ses effectifs, au point de revenir à la taille qu'ils avaient à l'époque du reboot de Doom en 2016. Et voilà, cette coupe, elle tombe chez eux au pile au moment où leur DLC Doom Revelations sort. On a appris aussi qu'ils étaient en train peut-être de proposer un nouveau Perfect Dark et un Doom coopératif. Voilà, ils étaient en début de chantier. Bon, ça passe à la trappe. Il y a Obsidian aussi qui est touché, avec genre un quart de développeurs, d'après ce qu'on comprend. Arkane, Xbox cherche à les vendre ou à les fermer. Comme ils sont en France, c'est un peu plus compliqué pour eux de jouer avec les gens. Et dans tout ce qu'on a lu, pareil, il y a Rareware qui est cité parmi les studios menacés. Il y a Undead Labs, là, ceux qui bossent sur State of Decay. Donc on apprend que ça fait 8 ans qu'ils essayent de livrer leur 3. C'est pas garanti qu'ils y arrivent. Et au total, chez ZeniMax, donc il y a 379 personnes, je crois, qui sont licenciées. Donc il y a des coupes à peu près partout dans ce qui reste des studios Microsoft. Donc si on remet un peu tout ça dans le contexte, donc c'est pas juste un studio qui ferme là dont on parle là, c'est une espèce de vague qui traverse toute l'écurie Xbox en même temps. id, Obsidian, Arkane, Rare, Undead, tout ça. C'est des noms qui ont fait l'histoire du jeu PC et console. Et donc c'est ça qui rend un petit peu le sujet un peu lourd, c'est que ces studios, c'est pas des inconnus. Tu vois, quand id Software perd la moitié de son staff, c'est pas juste une ligne dans un tableur, quoi. C'est vraiment un des piliers du FPS qui se fait amputer. Et donc, Doom, c'est important, mais c'est aussi une espèce de savoir-faire tech qui disparaît, parce que id, c'était quand même des demi-dieux en termes d'optimisation PC et moteur. Et donc ça s'inscrit aussi dans une déclaration de leur cofondateur, là, John Carmack, qui, bon, il est plus là-bas depuis un moment, mais il réagit publiquement à cette annonce, et donc ça donne un peu une idée du poids symbolique de ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, je te parlais de poids symbolique et de studios, ce ne sont pas des inconnus. Entre tous ces studios touchés, est-ce qu'il y en a un dont la perte ou l'amputation t'inquiète particulièrement pour la suite? C'est lequel? Pourquoi lui? Qui m'inquiète, je dirais, id, Bethesda, parce que c'est quand même des gros studios. Mais après, à un niveau personnel, celui qui me touche le plus, c'est Rareware, parce que pour moi, c'était le meilleur studio de tous les temps pendant la période Super Nintendo et Nintendo 64. Ouais. Donc, j'ai un petit attachement, un attachement émotionnel à ce studio. Après, un peu moins depuis l'acquisition par Xbox, je suis un peu moins intéressé par leurs jeux depuis, même s'ils ont fait quelques jeux sympas comme Sea of Thieves ou ce genre de choses. Mais ça ferait mal, si ce studio au final était fermé, ça me ferait beaucoup de peine quand même. Ouais. De mon côté, bon, c'est un peu compliqué à piocher parce qu'il y en a tellement, enfin, ils font tous quelque chose d'important, mais il y a côté Playground Games, donc tu sais, la compagnie spin-off de Turn 10 qui bossait sur les Forza. J'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient avec les Forza Horizon et même les Forza de base, j'ai toujours un peu aimé et toujours joué à ces jeux-là. Et donc de savoir qu'ils sont pas forcément cités maintenant là, dans tout ce qui se passe, mais on sait que le plan il n'est pas terminé. Je m'inquiète un peu pour eux parce que ça offrait quand même de la diversité dans l'univers du jeu de caisse. Et donc s'ils se font éclater aussi, bon, bah, ça va réduire considérablement les choix en concurrent de Gran Turismo ou même dans les jeux de course arcade qu'on pouvait avoir, quoi. Voilà. Alors du coup, bon, ça c'est le côté vraiment le coût humain, ce qui se passe concrètement. On va jeter un œil à comment la direction Xbox nous raconte tout ça. Donc du coup, côté discours, donc la nouvelle PDG de Xbox, la Asha Sharma dont on parle depuis maintenant un petit moment, dans diverses déclarations, diverses interviews, elle admet que le pari du Game Pass n'a pas porté ses fruits, que l'abonnement stagne autour des 30 millions d'utilisateurs au lieu des 100 millions, je crois, qu'il visait. Et du coup, dans la foulée, elle attribue les licenciements à l'ère Phil Spencer, l'ère avec les acquisitions à gogo de tous les studios. Et côté Bethesda, donc dans leur patron qui s'appelle Jill Braff, qui confirme à ses équipes, donc ce qu'on pouvait lire aussi ailleurs, que voilà, tout leur univers à eux change de cap. Ils arrêtent de planifier les jeux studio par studio. Ce qu'ils vont faire à la place, c'est se concentrer sur les franchises les plus fortes. Dans ce qu'on lit, c'est 5 licences qui sont visées,
Alors c'est quoi? C'est Fallout, c'est Elder Scrolls, Doom, Quake et Wolfenstein. Avec du coup en toile de fond le Elder Scrolls 6 qui est toujours donné à au moins 2 ans. Donc on est quoi là en 2026, donc ouais, c'est pas avant 2028. Et on sait aussi qu'un nouveau Fallout peut pas arriver avant ce Elder Scrolls 6, parce que voilà, ils peuvent pas bosser sur 3 jeux à la fois, les mecs, c'est pas possible. Donc voilà, quand la PDG elle-même reconnaît que le pari du Game Pass n'a pas payé, faut regarder un peu ce que ça veut dire. Donc c'est pendant des années, le Game Pass c'était la vision de Xbox, c'était le futur du jeu vidéo par abonnement, c'était voilà, le Netflix du jeu vidéo. Et de voir que là ça stagne autour des 30 millions depuis un moment, voilà, c'est quand même un constat fort. Et c'est un peu un aveu qui pèse aussi, tu vois, c'est renvoyer la faute sur, comme a dit Larry Spencer dans la foulée. Alors je sais pas si c'est habile ou quoi, mais ça rejette la faute sur le dos de ceux d'hier pour voilà, dégager toute responsabilité de la direction d'aujourd'hui. C'est un peu marrant. Est-ce que toi tu trouves ça honnête sur le fond, cette manœuvre, ou c'est une manière de se laver les mains d'une décision qu'ils assument à moitié, à ton avis? Ouais, elle est dans une situation difficile quand même, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que Xbox, ils sont un peu dans le pâté quand même, hein, depuis quelques années. Il y a eu des problèmes de gestion. L'ère Spencer, elle est assez mitigée pour moi. Il y a eu des bonnes choses et d'autres un peu moins. Je pense que globalement, elle était bonne pour les joueurs, parce qu'il y a eu le Game Pass qui du coup permet d'accéder à toute une tonne de jeux pour pas trop cher. Il y a eu aussi le fait que la plupart des licences Microsoft sont devenues multiplateformes aussi, donc tu peux y jouer, même sur PlayStation, tu pouvais jouer à mes jeux Microsoft. Ouais. Donc tout ça, c'était bien. Mais après, je pense que c'était aussi beaucoup d'expérimentation, et du coup, on savait pas vraiment sur le long terme ce que ça donnerait, tout ça. Et je pense que ça a eu aussi quand même pas mal d'impact négatif sur Xbox en général. Ouais. Et le plus gros problème, c'est probablement le fait que Microsoft était trop gourmand aussi, et qu'il y avait une période où ils étaient devenus des ogres comme ça qui avalaient tous les studios à droite à gauche, et ça aussi c'était une erreur, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, l'ère Spencer, c'était ça, hein, c'était l'ère des acquisitions. Et je t'avais mis une petite infographie là dans la trame où on voyait tous les studios de cette époque-là, et on voit l'état actuel des choses avec ceux qui ont fermé et ceux qui sont en train de se faire déglinguer. Et ouais, dans la liste, on revoit Tango Gameworks, donc avec leur. Ah ben rappelle-moi, comment il s'appelait leur jeu d'action au rythme là? Je suis en train de zapper le nom. Hi-Fi Rush. Voilà, Hi-Fi Rush. Tu parlais d'expérimentation, tout ça. C'est quand même pendant cette période qu'on a vu Pentiment et Hi-Fi Rush. Et dans ça, tu dis, ah ouais, il y a quand même des studios qui arrivent à faire des trucs intéressants chez Xbox. Il y a un peu d'espoir. Peut-être que les autres vont arriver à faire pareil. Bon, voilà. Ouais. Tout le monde se fait déglinguer, tout le monde se ressent sur les licences existantes. Donc, c'est pas forcément le futur qu'on imaginait, ouais. Et ouais, cette acquisition. La semaine dernière, je crois que je parlais de 40 milliards pour racheter Activision, mais non, je crois que c'était plus de 70 milliards en relisant mes notes. Donc c'est encore plus ouf en termes de thunes dépensées pour ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec, quoi. Ouais. Du coup, ouais, je remettais une couche là, sur le fait qu'ils se ressentent autour des 5 licences. Dans la liste de ces 5 licences, ce qui me marque, moi, c'est d'abord de voir Quake dans la liste, alors que la licence, on voit plus rien dedans depuis des années. Et ensuite, c'est ce que ça veut dire par rapport à ces petits jeux dont on parlait. Il n'y a plus de Pentiment, il n'y a plus d'Hi-Fi Rush, il n'y a plus de place pour les petites expérimentations. Donc, à ton avis, sur ce recentrage, miser sur ces 5 valeurs sûres, entre guillemets, quand la boîte va mal, tu trouves ça raisonnable, ou tu as l'impression que c'est juste on arrête de prendre des risques, on se concentre sur le plus connu? Ouais, ça fait un peu peur pour le futur, parce que Sharma, elle se concentre beaucoup sur l'image de Xbox, et elle parle beaucoup des joueurs, mais elle parle pas beaucoup des jeux en fait. Et j'ai l'impression qu'elle a envie de redresser la marque Xbox, elle a envie de sauver la marque Xbox, mais au final, je pense que le problème en faisant ça potentiellement, c'est qu'ils vont se la jouer très très safe, et ouais, se concentrer sur ces 5 licences, et puis on n'aura plus de petites perles comme Hi-Fi Rush ou tous ces petits jeux un peu plus créatifs, quoi. Donc ça fait un peu peur pour le futur. Ouais, je me demande comment ça va se passer. Ouais. Tous ces petits jeux que Double Fine savait faire et qui, ok, ils n'en vendent pas des millions, mais il y avait une identité qui allait avec, et voilà, quoi. Et donc ouais, moi ce que je remarque avec ces annonces, c'est que tu me parles de jeux qui ont été annoncés. Bon,
Elder Scrolls 6 a été annoncé en 2018, mais les autres sont pas prêts. Ils sont pas prêts, on les verra je sais pas quand, passé 2030 sans doute. Et donc ils bâtissent toute une stratégie sur des jeux que personne ne verra avant longtemps. Donc je sais pas comment ça va s'inscrire dans leur plan pour vendre la LX, mais bon, c'est un peu bancal. Alors est-ce que tu penses comme moi que Xbox demande aux joueurs une patience qu'ils n'ont pas le moyen d'exiger ? Ouais, cette restructuration là, ça risque de créer un petit creux dans le calendrier. Pendant ce temps-là, ils pourront vendre tous les jeux des studios qu'ils sont en train de fermer, comme Hellblade 3 ou ce genre de choses. Ouais. Mais après, au bout d'un moment, je pense que le Game Pass va les garder en vie. Ouais. Et puis voilà, ce sera pas une période très très excitante, non. Ouais. Ce creux justement là, ce creux qui s'annonce, ça me rappelle justement au début quand les joueurs se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de jeux sur Xbox, dans l'univers Xbox, et qu'ils ont racheté tous ces studios. Donc il y a eu plein d'annonces, ouais, vous allez avoir 36 jeux, tout ça, il va y avoir un Perfect Dark. Ok, mais bon, il y en a qu'on n'a jamais vu et il y en a qui sont sortis que 10 ans après. C'est pas forcément intéressant. Et donc là, je pense qu'on va voir la même chose. Et donc dans tout ça, ce qui était intéressant de voir, c'est comment la presse, au-delà juste du copier-coller des news dans les différents médias, il y avait aussi des petits éditos qui sont intéressants à lire, donc des éditos qui mâchent pas leurs mots. Et par exemple, sur The Verge, il y a. Donc, eux, ça parle de désastre, donc c'est assez engagé. L'autre côté, il y a Aftermath qui refuse qu'on félicite Microsoft pour des licenciements, entre guillemets, bien planifiés. Ouais, c'est des discours qu'on peut lire, ça, sur le net. C'est genre, c'est bien planifié. Et donc, cette idée-là, je la trouve assez importante. C'est présenter un plan social comme une opération propre et maîtrisée. C'est limite justifier une casse qui est acceptable, quoi. Pour moi, un licenciement, même bien organisé, ça reste un licenciement. Ça reste une preuve qu'il y a eu une merde quelque part, quoi. Et une fois de plus, c'est les gens en bas de la pyramide qui traînent, quoi. Ouais. Du coup, sur ce point, justement, là, un plan présenté comme bien géré, est-ce que tu lui accordes un peu de crédit, toi, côté méthode, si t'es Xbox, ou c'est exactement le genre de récit qu'on ne devrait jamais laisser passer dans le journalisme ou même, tu vois, dans les médias comme ça? Comme je l'ai dit plus tôt, elle est dans une situation très difficile où il y a définitivement eu des problèmes de gestion. Parce que si tu regardes au final, tout ce que Microsoft a fait ces dernières années, Sony a fait à peu près la même chose. Ouais. Sony a aussi son Game Pass avec le PlayStation Plus. Ils ont fait quelques petites acquisitions. Ils ont fait quoi d'autre ? Ils sont aussi devenus multiplateformes avec leurs jeux qui sortent sur PC aussi. Ouais. Donc au final, ils ont fait à peu près la même chose, mais ça a marché pour eux. Donc faut se poser la question pourquoi ça n'a pas fonctionné pour Microsoft. Et je pense que le problème principal, c'est qu'ils ont été trop gourmands. Ouais. Et donc il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle a définitivement besoin de faire quelque chose, mais après, la manière de faire, je pense qu'elle n'est pas forcément justifiée. C'est un peu excessif. Ils auraient pu faire des petits remaniements pour recalibrer un petit peu Xbox sur une route plus rentable et plus correcte. Ça aurait pris plus de temps forcément, mais elle a envie d'aller vite en fait. C'est la nouvelle personne à la tête de Xbox et elle a envie d'être revue un petit peu comme la softeuse de Xbox et elle a envie que ça aille vite, quoi. Et je pense que c'est un peu excessif. Je pense que c'est surtout le mandat qui a été imposé. À mon avis, elle doit avoir un truc qui dit d'ici 2030, il faut avoir tant de pourcentage en plus, en moins, tu vois, dans ses specs là. Et donc le plus court chemin vers récupérer de la thune, c'est couper des gens, quoi. Bon. Donc voilà. Voilà pour ce sujet. Je pense que c'est pas terminé. On va encore en voir beaucoup dans les semaines qui arrivent. Mais bon, on va maintenant s'intéresser à ce qui est sorti en termes de jeu cette semaine, avec les avis critiques. Et on le disait la semaine dernière, il n'y en a pas eu 36. Le seul que je remonte là à la surface, c'était la sortie de la semaine, c'est le remake de Black Flag, qui s'appelle Black Flag Resynced. Et le score est moins catastrophique que ce que je pouvais imaginer. Il est autour de 86 là, il me semble, sur OpenCritic. Et donc pour situer c'est quoi ce truc là, c'est le remake, tu sais, du AC, le AC pirate. Et du coup c'est le AC le mieux noté depuis le Black Flag d'origine de 2013. Et donc c'est le Ubi Singapour qui a refait ce jeu de zéro avec le combat naval qui était déjà le highlight du jeu précédent. Donc ça reste au top pour les fans. Et c'est apparemment ça qui plaît, c'est que le jeu il date de avant que les Assassin's Creed deviennent des espèces de
d'action RPG gonflée artificiellement pour atteindre les 200 heures de jeu, comme les derniers. Et ce qu'on peut lire dans les avis, au-delà du fait qu'il est quand même bien reçu, il y a quand même un truc qui coince, c'est qu'ils ont collé des Battle Pass et des microtransacts dans un jeu solo, quoi. C'est un peu con. Sur un remake vendu en plus 70 balles. Ça fait un petit peu tâche. Et donc quand tu ajoutes ça au bug de lancement traditionnel et le fait aussi qu'ils aient dégagé tout ce qui était la trame moderne de ce Assassin's Creed, tout ce qui se passait dans le monde moderne, ce qu'on peut en conclure, c'est en gros, si t'es pas un gros fan, tu peux peut-être attendre de le prendre en promo, quoi. Tu vas pas perdre au change, je pense. Et alors, selon toi, Anto, un remake comme ça, là, qui est soigné, mais qui essaye de te monétiser encore un petit peu, qui essaye de te milquer, t'es ok, tu le payes plein pot dès le départ, ou t'attends un petit peu la promo, toi aussi? Oui, non, je suis très anti Battle Pass, donc du coup, je trouve ça assez scandaleux, surtout que c'est un remake. En principe, les remakes, c'est l'opportunité pour les développeurs, éditeurs de redorer leur image un peu, tu vois. Ouais. Tu fais quelque chose de simple, tu sais que ça va plaire, t'as pas besoin de révolutionner la chose. Donc du coup, ajouter un Game Pass par-dessus ça, je trouve que c'est de très 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 mauvais goût. Et d'ailleurs, quand tu regardes les reviews du jeu, sur Steam ou sur les autres plateformes, il y a beaucoup d'avis négatifs, simplement par rapport à ça. Le jeu lui-même plaît aux gens, mais simplement à cause de ça, du coup, le jeu se tape plein de reviews négatives à cause de ça. Ouais. Alors, je sais pas si je l'avais halluciné, mais il me semblait que j'avais eu une news qui parlait de peut-être Ubi qui réfléchissait à retirer ça du game, mais je sais pas si c'est concret ou pas, donc je vais pas en parler maintenant. Mais ouais, ce serait bien qu'ils en prennent conscience et qu'ils disent ok, bon, pardon, on enlève. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'avis et critique de la semaine. On verra s'il y en a plus la semaine prochaine. Avant de parler des prochaines sorties, je vais te parler des prochaines fermetures, Anthony. Donc, je ne l'ai pas intégré dans les topics du pod, mais c'est quand même intéressant d'en parler. C'est Nintendo qui a annoncé cette semaine la fermeture du jeu iOS et Android Mario Kart Tour. Donc, ils vont couper les serveurs le 29 septembre, après 7 ans de bons et loyaux services. Donc, concrètement, il n'y a pas de version hors ligne, donc le jeu disparaît pour de bon, quoi. Tu as beau l'avoir et investi dedans, tu l'as plus. Et du coup, ça rebondit pile poil sur le petit dossier préservation de la semaine dernière. Parce qu'en gros, un jeu mobile qui ferme, c'est limite le pire, quoi. Il n'y a rien à recevoir, il n'y a rien à transmettre. Ça va, tu t'es mangé ton micro? Qu'est-ce qui vous arrive, Anthony? Oui, pardon. Donc je disais, le jeu mobile qui ferme, c'est le pire, quoi. Il n'y a plus rien à ressortir, il n'y a rien à... Ça sort des stores, ça sort des téléphones et ciao, quoi. Et pourtant, on sait que c'est pas une fatalité parce qu'il y a quelques mois, Nintendo nous avait sorti le Animal Crossing en version hors ligne pour quelques dollars de plus. Et là, donc, Nintendo a choisi de ne pas le faire. Et ça s'inscrit tout ça dans un contexte plus grand qui est... tu te souviens de l'initiative Stop Killing Games qui était remontée jusqu'à l'Europe et on avait espoir de peut-être voir un projet de loi ou quelque chose se dessiner. En fait, l'UE a tranché le 16 juin et dit ne pas pouvoir proposer une obligation légale de maintenir la jouabilité des jeux comme ça là, après leur arrêt. Mais il s'engage quand même à mettre en place un code de conduite, une conversation avec les éditeurs du secteur, tout ça. Bon, ouais, bof. Et donc nous qui passons notre temps à vouloir faire découvrir des vieux jeux aux plus jeunes et aux nouveaux venus dans l'univers du gaming, un jeu qu'on pourra jamais leur montrer, c'est un peu chiant, quoi. À ton avis, faut le considérer encore comme un jeu qui compte dans l'histoire du jeu, ce genre de jeu mobile là, ou est-ce que c'est condamné à rester juste un souvenir pour ceux qui étaient là au moment où il est sorti? Je pense que ce genre de jeu, il va falloir qu'on se fasse à l'idée que c'est du jetable, malheureusement. Tous ces jeux mobiles, tous ces gachas, tous ces trucs comme ça. Donc, va falloir s'y faire. Je pense que la plupart du temps, honnêtement, c'est pas une grande perte pour la plupart de ces jeux. Mais c'est sûr qu'à un niveau personnel, quand tu as investi du temps et de l'argent dans le jeu, ça pique un peu quand même de plus pouvoir du coup de tout perdre. Ouais. Et moi, personnellement, j'avais joué à un jeu il y a quelques années, là, Nier Réincarnation, qui est un spin-off mobile de Nier. Gacha game also, mais du coup assez original et qui aussi enrichissait
l'univers Nier. Et le jeu a été, du coup, le jeu est devenu hors ligne. Enfin, ils ont coupé les serveurs il y a quelques temps de ça, et maintenant il est plus accessible. Et du coup, si en fait, il y a même carrément des éléments de l'univers qui seront plus accessibles aux fans Ouais, parce ouais. qu'ils n'avaient pas joué au jeu à l'époque. Ouais, ouais, Donc ouais. le seul moyen maintenant, c'est regarder des vidéos sur YouTube, donc ça fait un peu mal, quoi. Ouais. C'est dommage. J'essaie de réfléchir, moi, si j'ai un truc du même genre, mais j'en trouve pas parce que je pense que par réflexe, j'ai évité toujours ces trucs que je considérais un peu comme jetables pour pas m'y investir dedans. Ouais. Hmm. Mais ouais, je vois que ça peut. Par exemple, j'avais commencé à jouer à. Tu parlais de gacha là, j'avais commencé un petit peu à sa sortie à jouer à Zenless Zone Zero, je crois que c'est ça le titre entier là. Hmm. Où Ouais. ça gacha à fond, mais le jeu a des aspects intéressants, il y a du gameplay intéressant dedans. Et Ouais. c'est clairement le genre de jeu, quand ils vont le sortir, l'arrêter, ouais, on va perdre quelque chose, quoi. On va perdre du. Bon, les gens qui ont investi de la thune dedans, ils vont perdre de la thune, mais ouais, on perd du jeu, quoi. C'est dommage. Ah, carrément. Ouais. Hmm. Enfin bref. Jetons un coup d'œil un tôt maintenant, si tu veux bien, aux prochaines sorties. La semaine prochaine, là, qui commence C'est quoi la date? Qui commence le 13 juillet, là. Alors, on a quoi? On a d'abord le 15 juillet, il y a Dench Attack qui sort. Pour moi, c'est une des sorties les plus barrées de l'été. Hein. Je pense que tu connais le jeu, mais pour ceux qui connaissent pas, il faut imaginer Tony Hawk, mais au lieu d'un skate, tu fais des tricks avec un train, voilà, qui défie la gravité. C'est développé par un studio espagnol de Barcelone. Ça sort sur à peu près tout, là, PC, PS5, Xbox et Switch 2. Et niveau ambiance, on est sur du Jet Set Radio / Dreamcast début 2000, avec des musiques qui collent un peu à l'ambiance par le gars qui a fait les zig de Sonic Mania. Et voilà, t'incarnes un perso là-dedans, Amy, une livreuse de ramen qui traverse le Japon pour renverser une mégacorp. Donc ouais, ça rappelle Jet Set Radio, avec son scénario un peu barré. Et il y a déjà une démo dispo alors sur Steam, je sais, les autres, je sais pas s'ils ont ça, mais j'avais fait la démo Steam à l'époque, c'était pas mal. Anto, du coup, un concept aussi barré, là, ce Tony Hawk avec un train. Est-ce que ça te vend le jeu direct, comme moi? Oui, carrément. Du coup, c'est peut-être le seul jeu qui m'intéresse du coup dans les prochaines sorties. Ouais. Je suis un grand fan de ces jeux comme ça qui sont pas très ambitieux mais qui misent tout sur le fun. Et comme tu as dit, ouais, ça rappelle pas mal l'ère Dreamcast Ouais. début 2000. Et justement, ouais, cet esprit Dreamcast pur jus, ça rappelle Jet Set Radio, ça rappelle Crazy Taxi un peu. C'était quoi ton jeu Dreamcast à toi, celui dont tu te rappelles encore aujourd'hui? C'est difficile de choisir. C'est vraiment toute la génération de Dreamcast qui est mythique pour moi. Il y avait tellement de jeux. Il y avait Phantasy Star Online. Personnellement, un de mes jeux préférés peut-être ce serait Skies of Arcadia. Ouais. Qui était un RPG mythique aussi, qui n'a pas eu de suite, enfin qui a eu un remake, une sorte de remake sur GameCube, mais voilà, il n'y a pas eu de séquelle pour le jeu. Mais il y en a tellement, quoi, c'est vraiment difficile de choisir. Ouais. Ouais, pareil, j'ai passé tellement d'heures dessus, mais il y avait forcément le Jet Set Radio, le Crazy Taxi, tu entends parler hors antenne tout à l'heure, il y a Soul Calibur, Marvel vs Capcom 2, il y a tout un tas de trucs. Fantasy Star Online, dès que je dis ce nom, j'entends la musique du lobby dans la tête, là, ces petites musiques tintinonnantes, là. Oh, belle époque. Bref, pareil, je l'ai sur mon radar. Je pense qu'on verra du contenu là-dessus sur le site après sa sortie. Ça va être bien. Sinon, on continue avec le 16 juillet. Il y a un autre jeu qui s'appelle Moss, The Forgotten Relic. Pour ceux qui connaissent ce truc-là, Moss, là, c'était une des pépites de la VR à l'époque où il y avait un gros boost de jeux VR. Là. Et sauf que là, pour la première fois, ça sort sans casque, ça sort à plat. Et à peu près partout. Ça sort pas cher, à une vingtaine d'euros. Et en fait, ce que c'est que ça regroupe je crois que ça regroupe les 2 jeux Moss existants et le DLC qui est sorti avec en un seul jeu complet. Donc avec nouvelle caméra retravaillée pour que ça marche à plat et des nouvelles cinématiques pour retrafiquer tout ça correctement. La question avec ce jeu-là, c'est de savoir si la magie qui passe de la VR à l'écran plat sera encore là, quoi. Parce que je pense que ce côté sensation de présence, c'était un petit peu quand même ce qui faisait l'intérêt du jeu. Mais bon, on va voir. Anthony, du coup, la question que je voulais te poser par rapport à ça, j'étais en train de la rechercher, c'est dans ces jeux qui passent de VR à plat,
tu penses que tu penses qu'ils arrivent à garder leur magie, toi, ou tu penses que c'est juste la VR qui les rendait spéciaux? Ouais, encore une fois, ça dépend des jeux. Personnellement, j'avais pas joué à Moss en VR. Là, j'ai regardé des vidéos de la version 2D ou 3D. Bref, ça a l'air sympa. Donc, je pense que pour celui-ci, ça pourrait être un succès. Ouais. Ça dépend. Si t'as un vrai jeu derrière et qui mise pas forcément tout à 100% sur le gimmick, je pense que c'est faisable. Mais ouais, après, genre Avatar, tu vois, les films, je les regarderai pas en 2D par exemple. Le seul intérêt pour moi de ces films, c'est de les voir en 3D, d'en avoir plein les yeux. Ouais. Mais donc voilà, ça dépend vraiment du jeu. Ouais. Ouais, le meilleur exemple de la conversion de VR à pas VR, je pense, c'est Astrobot là, qui avait commencé avec le Rescue Mission en PSVR en 2018. Et avec le succès du vrai Astrobot en 2024, voilà, c'était devenu Game of the Year. Donc il y a la place pour en faire des vrais jeux, pour en faire des jeux traditionnels. Donc voilà, on leur souhaite d'y arriver aussi. Et le dernier que je voulais faire popper dans ma liste de sorties de la semaine, c'est Heave-Ho 2, la suite de Heave-Ho 1. Ça sort le 16 juillet. C'est du jeu 100% Frenchy. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un party game dont le principe, c'est du multijoueur de 2 à 4, je crois, pour celui-là. Même d'ailleurs pour le premier. Le principe, c'est des joueurs c'est tes persos qui s'agrippent les uns les autres pour se balancer de plateforme en plateforme. Le but, c'est d'atteindre le goal de chaque écran. Et donc, c'est de la coop qui vire au chaos rapidement, vu que tu t'agrippes et tu dois collaborer pour arriver à accomplir les objectifs. Tu vois vite comment ça peut déraper. La grosse nouveauté du 2, c'est le mode en ligne qui n'était pas là dans le 1. Et c'est ça, à mon avis, qui va faire la diff et qui va permettre au jeu de s'inscrire directement dans la mode du Friendslop, qui est, c'est pas péjoratif, hein, c'est comme ça qu'on appelle affectueusement tous ces nouveaux jeux là qui sont faits rapido pour amuser les amis sur Twitch. Et la question que je voulais te poser, c'était ça, c'est un party game local dans son ADN qui rajoute du online. Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment réussir à élargir leur public, ou ça a plus de sens juste quand tu es sur un canapé à crier et à se foutre des coups de coude quand il y a tout qui dérape? C'est sûr que le local, le multi-local, c'est toujours plus fun, mais après, c'est toujours bien d'avoir plus d'options aussi, donc avoir un mode en ligne, c'est forcément une bonne chose. Puis aussi, il faut savoir que quand t'es jeune, j'ai pas envie de faire mon vieux, mais quand t'es jeune, c'est facile de rencontrer, tu vois, d'aller chez tes potes et de jouer ensemble sur un canapé, mais quand tu commences à entrer dans la vie active et que tu déménages, tu as moins de temps, c'est difficile de jouer avec tes amis aussi. Donc nous, par exemple, là, on est séparés par plusieurs milliers de kilomètres. Donc le fait d'avoir l'option de jouer en ligne, tu peux aussi toujours jouer avec tes amis grâce à ça. Donc ça reste quand même une bonne chose. On va pouvoir se rapprocher grâce à ce jeu vidéo. Oh, oui. Ouais, Evo 1, justement, tu parlais de compliqué de jouer à des jeux multi dans la vie active, la vie adulte. Et Evo 1, moi, il est rentré dans mon planning grâce au boulot. C'était pendant plusieurs semaines, c'était le jeu d'entre-midi et deux avec des collègues. Donc ça m'a permis de voir que c'était un jeu vraiment bien marrant. Et bon, seulement, voilà, le boulot a changé, les gens sont plus là. Je sais pas si je vais pouvoir faire pareil avec Evo 2. Mais ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour en taux de ma liste de jeux de la semaine. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs, toi, qui te tapaient dans l'œil, ou est-ce qu'on est bon là? Pas forcément. Il y avait Ratatan à la base, mais je pense qu'il a été décalé. Ouais, il devait avoir une sortie officielle cette semaine-là, repoussée en octobre, d'après ce qu'ils disent sur leur page Steam. Donc on pourra en reparler beaucoup plus tard. Ouais. Okay. Non, à part ça, non, ouais. Dench Attack, c'est vraiment le seul qui m'intéresse. Ouais, comme ça on pourra s'y concentrer pleinement. Parfait. Yes. Eh ben, let's go. Voilà pour cette semaine chargée. Merci Anto d'avoir navigué avec moi jusqu'au bout et de nous avoir enduit de ton coulis de science du jeu vidéo. C'était... Voilà. De rien, Josian. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais. Et du coup, si l'épisode vous a plu, le meilleur coup de main que vous pouvez nous donner, c'est d'en parler autour de vous. Un petit partage, comme ça, voilà, ça nous aide beaucoup. D'ici la semaine prochaine, jouez bien. Et puis, gardez le cap. Bye bye. Bye.
un Dreamcast, hein, Anthony. Oh là là. Crazy Taxi. Ready to rumble. Ouais, il était bien celui-là aussi.